intelligente. Là, je suis tout à fait pas d'accord. Parce que je pense que chaque agriculteur, avec ses moyens, qu'il occupe sa ferme, et avec ses capacités, je veux dire, intellectuelles et connaisseurs du métier, tout le monde mérite d'être nommé comme un agriculteur qui fait son métier avec de l'amour, avec le plaisir. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas faire le métier d'agriculteur. On devrait parler plutôt d'agriculture de précision plutôt que de smart farming, qui est un peu un terme... Bon, précision, ça me fait peur aussi. Précision, on voit avec toute la digitalisation que vous voyez ici au cours derrière, qui va encore plus dans les extrêmes, on va de plus en plus vers des exploitations industrielles qui sont dans la main des multinationales et des grands groupes, ce qu'on voit déjà aujourd'hui. Alors, j'ai bien entendu le parcours de Henri qui m'a vraiment félicitations. J'ai été impressionné sur ton parcours, surtout les 3 dernières années, tout ce que tu veux mettre en place. Je pense que c'est absolument vers là qu'on doit y aller. Mais bon, j'ai vu aussi au début que tu as fait une société qui avait l'intelligence d'un ingénieur ou je ne sais pas ce que tu avais comme étude. Tu as créé une boîte, après tu l'as vendue, tu travailles quand même à moitié pour la boîte, tu as la ferme, tu fais la vente directe. À ce moment-là, c'est une question principale pour beaucoup d'agriculteurs, parce que moi je parle pour les agriculteurs normaux qui n'ont pas les capacités d'aller vers cette agriculture digitale, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens financiers pour investir là-dedans. Il faut savoir si l'agriculture, avec même l'AVE, toutes les performances qu'ils ont, c'est quand même bizarre qu'on perd tous les jours des agriculteurs. Moi, je parle pour les laitiers, pour les autres, je ne sais pas, mais je suppose même pour les viandeux qu'il y a chaque année des agriculteurs qui arrêtent. On perd toutes les semaines des jeunes agriculteurs qui rentrent là-dedans, qui sont motivés. Et la grande question pour nous, si ça amène un revenu supplémentaire, si cette digitalisation, elle augmente, que les agriculteurs ont un revenu plus important, alors il faut faire tout ce qui est possible. On pourrait peut-être rebondir avec Henri Levigny. Qu'est-ce que vous pensez en fait un petit peu des interrogations, des craintes aussi, vous qui incarnez un petit peu cette nouvelle génération d'agriculteurs? Ouais, c'est vrai que je ne suis pas un agriculteur standard, puisque j'ai l'activité sur le côté. Et je vois que chez les jeunes, de plus en plus, beaucoup ont une activité sur le côté et puis ont la ferme à côté. Parce que vivre que de la ferme, c'est pas évident. Par contre, je pense que l'informatique, elle peut apporter 2 choses qui sont essentielles au métier d'agriculteur. L'agriculteur, en fait, informatique ou pas, ce qu'il cherche à faire, comme toute entreprise, c'est diminuer ses coûts et augmenter ses marges. Et on l'a vu avec les exemples ici, on peut diminuer ses coûts avec l'informatique en utilisant moins de produits phyto ou bien en surveillant mieux son cheptel et ainsi de suite. Et on peut augmenter ses marges grâce en vendant des colis en ligne ou en parlant de sa production et en valorisant, en faisant du marketing sur son produit, en pouvant le vendre un petit peu plus cher ou au même prix du magasin, mais en se passant des intermédiaires. Donc moi, je le vois, moi je suis quelqu'un de positif, donc je vois ça comme quelque chose d'utile, pas indispensable, mais qui peut aider à progresser. Maintenant, c'est comme beaucoup de choses, ce n'est pas l'informatique qui va sauver les fermes, mais c'est l'usage que certains pourraient en faire qui va les aider à diminuer leurs coûts et à augmenter leurs recettes et donc à sauver leur ferme. Désolé, je dois intervenir directement là-dedans, parce que moi j'ai été éduqué du premier jour, ça fait 30 ans que je suis sur la ferme, on m'a toujours dit il faut diminuer les coûts. Je pense que c'est toujours, on est éduqué, tout le monde, il faut baisser les coûts. Je pense que le maximum, on essaye de diminuer les coûts jusqu'au mieux que c'est possible. Et nous autres aussi, on n'est pas derrière la lune. Nous autres, on essaye de mettre une nouvelle smart farming, c'est de mettre dans la tête des agriculteurs de s'occuper de leur commercialisation. Nous autres, j'aimerais bien le dire, nous autres, on a créé Ferbel, le lait équitable, quelque chose qui est rémunérateur pour l'agriculteur. Et je pense que toujours aller vers plus intensif,
baisser les coûts, je pense qu'on voit la qualité des produits en baissant les coûts. Ça a une influence aussi sur la qualité des produits. Et laisse-moi dire encore une chose sur la digitalisation. On pense qu'on va augmenter la production. Hier, j'ai entendu que dans le monde, depuis 10 ans, les gens qui ont fait, et ça, maintenant, c'est la première fois que ça augmente. Si on arriverait avec cette digitalisation, d'augmenter ou de baisser, que les gens ont faim et que les gens vont être nourris avec de la bonne nourriture, ok, mais aujourd'hui, on va juste dans l'inverse. Les gens qui ont faim, ça augmente, la qualité de la nourriture, elle baisse, et les agriculteurs, ils disparaissent, et on est en train d'aller vers une agriculture industrielle qui est dans la main des multinationales. Et pour nous, je sais bien que ce n'est pas tout à fait dans le débat, mais pour moi, c'est ça la question pour le smart farming, une agriculture intelligente pour l'agriculteur, pour le consommateur, pour tout le monde. Carlo Bertozzi, vous vouliez réagir par rapport à... Oui, parce que j'ai toujours le sentiment qu'on veut opposer que cette nouvelle technologie, c'est d'office lié à l'industrialisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand on dit qu'on veut diminuer les coûts de production, c'est parce que le fait d'être au plus près des animaux fera qu'on aura un suivi individuel de l'animal. Et donc, quand on avait des approches sur l'ensemble du troupeau par le passé, donc pourquoi donner autant à cet animal-là, pour faire simple pour le grand public, pourquoi donner autant à cet animal-là qu'elle aurait pu faire les mêmes performances avec moins? C'est ça, c'est là qu'il faut être intelligent. C'est dans l'utilisation, comme l'a dit Henri, c'est Henri, hein, de ces technologies-là, parce qu'elle va permettre globalement de diminuer les coûts de production dans cette logique-là, pas pour intensifier la production. Et deuxièmement, il l'a dit aussi, c'est aujourd'hui, malheureusement, le système fait que dans le secteur agricole, on a d'autres activités à côté, mais des fois, c'est aussi avoir d'autres activités parce qu'on a une vie sociale, chose qui, dans le passé, était déjà moins habituelle dans le monde agricole. Mais avoir cette technologie-là de surveillance, d'accompagnement du troupeau, permet de dégager du temps pour faire une autre activité, parce que peut-être il faut maintenant avoir d'autres salaires pour être rémunérateur, et aussi pour avoir un confort de vie de l'éleveur. Donc je pense qu'il faut... Je trouve que toujours opposer intensification et nouvelles technologies, c'est une erreur. Et alors, on a ouvert le débat et je m'occupe aussi de la communication à l'AOE et je suis vraiment quelqu'un qui donne énormément d'importance à la communication grand public. Mais je pense qu'effectivement, au niveau mondial, il y a cette intensification de ces fermes. Mais on est quand même aujourd'hui dans un modèle en Wallonie, et il faut le dire, qui n'est pas celui-là. Ce n'est pas ce modèle-là aujourd'hui. Alors, on perd des agriculteurs tous les ans, malheureusement. Mais quand on regarde au niveau cheptel, ça reste plus ou moins... la perte n'est pas aussi rapide que celle des non-agriculteurs. Il y a ce qui sous-entend que ces fermes de peut-être 30 vaches il y a 10 ans, enfin, quand je suis arrivé à la il y a 15 ans, la moyenne des troupeaux était à 40 vaches. On arrive aujourd'hui à 80 vaches. Alors on va dire oui, c'est une intensification. Non, 80 vaches, ça reste raisonnable. Ce n'est pas 400 vaches, ce n'est pas 1000 vaches, ce n'est pas les 45 000 vaches de la ferme Danone en Arabie Saoudite. Et c'est ces images-là qu'on nous donne. Et c'est vrai qu'il faut défendre un modèle européen par rapport à ça. Je referme la parenthèse, ce n'est pas débat aujourd'hui. Pour rebondir juste par rapport à cette question de l'industrialisation, est-ce que toutes les technologies que vous avez présentées dans le domaine de l'élevage, les colliers, etc., est-ce qu'il ne faut pas finalement avoir un cheptel minimum pour pouvoir les rentabiliser? Oui, tout dépend du coût. Donc aujourd'hui, un capteur version collier, on est à 130 €. Le capteur version oreille, on sera en dessous de 100 €. Donc comme toujours, la technologie évolue, ça fait diminuer les coûts. Le volume qui produit, parce que les gens en utilisent, fera qu'industriellement on en produit plus, et donc diminue les coûts. Donc je crois que c'est des technologies qui sont quand même acceptables, abordables. Et l'installation physique, elle est autour de 1 500 €. Donc je ne pense pas que c'est pas inaccessible par rapport au coût d'une ferme. Un tracteur, on est au-delà de ça. Hein. Un robot de traite, on parle de centaines de milliers d'euros, donc pas comparable. Et pour rebondir, avant de me diriger vers le public pour des questions, on a parlé aussi
de technologies, d'appropriation des technologies, et qu'effectivement, ces technologies ne sont pas toujours évidentes à utiliser, à être appropriées. Et je pense particulièrement aux drones, avec vous, Guillaume Janssens. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent accéder à ces informations de manière régulière pour savoir quand ils vont devoir traiter leur parcelle, avoir des informations sur les engrais, sur les différentes maladies qui risquent de se développer dans certaines parties de leur champ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une nécessité d'automatiser un maximum tout ce flux ou tout ce travail d'information, ou de création et production de données. Je pense qu'avec le temps, il y aura une facilité ou une standardisation de cette information, de ce flux d'informations qui va arriver tout de suite dans les mains d'un smartphone chez le producteur ou chez l'agriculteur. Oui. Mais est-ce que ça passera par... Est-ce que ce seront les agriculteurs eux-mêmes qui vont de plus en plus, parce que les drones sont de plus en plus bon marché, vont acheter leurs drones et vont scanner leurs champs un peu comme ils passent avec le tracteur, ou bien est-ce que ça va plutôt être des prestataires, des entreprises agricoles qui vont faire ce travail-là pour eux? Je pense qu'il y a des avant-gardistes qui parlent de drones comme on utilise aujourd'hui ces robots gazon. On y croit, on essaye d'y croire en fait, mais je pense qu'en même temps, le drone tient une place prépondérante pour justement amener une assistance à l'agriculteur, mais tout évolue. Le drone pousse la résolution satellite, va amener aussi d'autres technologies, et donc ça fait un tout. Je ne pense pas que le drone sera là pour... c'est pas le robot qui va faciliter la gestion. Il faudra quand même des experts, des gens qui se spécialisent dans ce métier-là pour avoir le temps de faire l'expertise, d'analyser les données et d'avoir le matériel, ou est-ce qu'on aura une solution logicielle où on vend tout on vend le drone et finalement l'application, et puis il fait tout seul. Je suis incapable de répondre. Je pense qu'il faut y croire que pour chacun de penser. Ça ne ferait pas votre affaire si effectivement ça serait. Mais en fait, je pense que nous, on est vraiment dans cette mouvance. On essaie d'apporter le numérique ou le monde digital dans les fermes et dans la forêt. On évolue avec le temps, et je ne pense pas qu'un jour le fermier sera amené à rester dans son fauteuil sans rien faire. Non, puis, si je me permets de rajouter, il y a aussi une réglementation sur l'usage des drones tout spécifiquement qui fait que il faut un certain permis pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous avez des zones d'exclusion aérienne, il me semble aussi. Il y a toutes les parties en Wallonie ne peuvent pas être couvertes par des drones parce qu'il y a des zones d'exclusion aérienne. Oui, c'est exact. En fait, le drone reste... en tout cas, le drone professionnel reste une charge administrative. La DGTA n'est pas favorable à l'idée de voir des drones partout sur la Wallonie. Aujourd'hui, 90% de nos missions faites demandent une dérogation à la DGTA, donc à la Direction Générale de l'Aéronautique. 90%. 90%, oui. Oui, donc c'est un sacré frein aussi au développement de la technologie, et que d'autres startups vous concurrencent sur ce segment-là, puisqu'il y a de grosses barrières dans cette activité. En fait, ça permettra, en tout cas pas aujourd'hui, de laisser l'agriculteur faire avec un drone semi-professionnel, avec des capteurs, je ne sais quoi. Enfin, il faut vraiment être capable de pouvoir et collecter, et produire, et interpréter une donnée. C'est pas évident. Ouais. Voilà, je voulais maintenant vous passer un petit peu la parole. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réactions? Bonjour. Je voulais poser une question à propos de la collecte des données. Vous avez parlé que le système maintenant était dans un cloud. Donc ça veut dire que vous collectez les données de différentes fermes. J'ai deux questions. À qui appartiennent les données? Aux fermiers ou à l'association? Qu'est-ce qu'elle peut en faire? Est-ce qu'on peut éventuellement s'en servir pour faire des analyses de région, voir une épidémie ou quelque chose arriver ainsi? En fait, j'attendais quelqu'un poser la question, j'allais me la poser moi-même parce que c'est un débat hyper important. C'est que cette propriété de la donnée, il ne faudrait pas que l'éleveur la perde. Donc, en plus,
plus, il y a un nouveau règlement, vous l'avez entendu, ce mot RGPD. Mais vous avez la preuve que les données zootechniques ne sont pas données à caractère personnel? Il n'y a aucun juriste qui a encore posé la question aujourd'hui, qui a statut sur ça. Hein. L'Europe a développé cette réglementation par rapport à le côté GAFA et Google et tout ça. Après, on a vu que plein d'autres secteurs, ça allait poser des problèmes sans avoir un avis juridique quant à la portée de ça. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que la donnée zootechnique associée à une vache est ou pas une donnée caractère personnel, parce que si la notion de personnel, c'est d'identifier la personne. Si dans ce village-là, il n'y a qu'une seule ferme à 400 vaches, et je n'ai même pas le nom de l'éleveur qui possède des vaches, mais qui a un troupeau de 400 vaches, je sais que c'est lui. Donc je fais le lien, et donc c'est peut-être une donnée à caractère personnel. L'aspect financier associé aux productions, c'est quand même des données à caractère personnel. Donc, c'est pas dit que c'est... Alors, la propriété. Donc, l'éleveur reste toujours propriétaire de sa donnée. C'est un fait certain. Heureusement, maintenant qu'il y a le RGPD, parce que le cloud, là, il est en Italie, c'est rassurant, on est dans l'Europe, mais il le délocalise en Israël. Bon, le RGPD, dans le passé, pas, mais le RGPD, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est l'endroit où j'ai collecté l'information qui fait que c'est cette législation-là qui est en vigueur. Donc, c'est rassurant. Dans ce contexte-là, l'éleveur reste propriétaire de ces données. Et donc, ça veut dire qu'il y a droit d'annulation, droit de ceci, droit de cela. Après, si cette donnée est anonymisée ou a une portée qui dépasse le côté personnel, et donc, par exemple, ici, nous, on gère des schémas de sélection, donc on est sur des populations, mais donc il y a un caractère supérieur à la notion personnelle, et la donnée est anonymisée. Alors là, on peut, je dirais, la base de données de la OUE, individuellement, effectivement, cette donnée-là est propriétaire de ce monsieur-là, mais l'ensemble est propriétaire de la collectivité des éleveurs de la OUE. Oui. Je vais peut-être poser une question par rapport à ces capteurs. Est-ce qu'on s'est estimé, sans doute avez-vous le chiffre, du nombre de capteurs qui sont installés actuellement en Wallonie? Donc, en fait, c'est assez récent. Hein, donc, il y a eu un précédent qui est une société française, Medria, qui a développé... c'est le premier qui est arrivé sur la région wallonne. Donc, je n'ai pas les chiffres de Medria, puisque nous, notre partenaire, c'est SCR. Et SCR, on l'a déployé l'année passée. Donc, je pense que sur l'année passée, on est sur une vingtaine de fermes. Et rien qu'avec Libramont ici, on est déjà passé à 30. Il y a eu 30 fermes qui ont commandé. Donc, on est déjà sur 1 an et demi à 50 fermes. Et les demandes sont parties, quoi. Alors, précision, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas pour investir sur l'ensemble des vaches. On ne prend qu'une partie du troupeau, toute la période qui est autour du village. Il y a une question supplémentaire, peut-être pour nos orateurs. Oui. Bonsoir. Moi, je trouve qu'il y a un certain paradoxe, en fait, dans le secteur. Parce qu'on le voit à travers vos présentations, il y a de très très belles technologies, des solutions numériques qui sont là à disposition. Et pourtant, quand on a commencé la session, il y a eu un constat donc, qui venait de l'Agence du numérique où on remarquait que finalement la transformation numérique sur le secteur de l'agriculture était finalement assez fort à la traîne, peut-être par rapport à d'autres secteurs. Donc je voulais vous demander, de votre point de vue, quel est pour vous ce frein qu'il y a finalement à l'adoption, peut-être ici en Wallonie, des techniques, des technologies, des nouvelles technologies dans le secteur de l'agriculture. Pourquoi est-ce que on est si peu avancé? Enfin, peut-être pas côté élevage, où ça a l'air d'être... C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, cette enquête ne traduisait pas une réalité. Du côté de l'élevage, c'est historique, la numérisation de la donnée. C'est un peu comme Jourdain, on faisait de la prose avant de savoir quand on en faisait. Donc non, la collecte de données, le traitement de données, de base centralisée, de base décentralisée, les échanges des plateformes, c'est des choses qu'on a chez nous depuis longtemps. Okay. On traite des jeux de données titanesques pour faire de la génétique. Et quand je dis chez nous, c'est comme ça en France, c'est comme ça. Donc le secteur de l'élevage est très avancé alors, on va dire que c'est peut-être au niveau des structures qu'on est peut-être là bien en intégration de ces technologies-là, peut-être moins à l'échelon de l'éleveur qui est en interaction avec lui. Mais quand bien même là, ça évolue énormément.
je ne sais plus maintenant le nombre d'abonnés qu'on a chez nous sur la plateforme MyAweNet, donc qui est en fait l'éleveur consulte toutes ces données que l'Awe dispose sur cette plateforme-là. On est à plus de 80% ou 70% des gens qui consultent leurs données par Internet. On développe les smartphones, ça ne fait que de continuer à s'implémenter. Et sur le secteur de la production, alors, si on met l'élevage de côté, plus la production céréales, ce genre de choses, ou légumes plein champ Je suis un peu d'accord, parce que je pense que le marché il a un peu de retard par rapport à la France, la Hollande, etc. Mais ceci dit, il y a un problème qui est purement culturel, je pense, en Belgique. C'est qu'on dit souvent « vivons heureux, vivons cachés ». Ou « vivons cachés, vivons heureux ». En gros, c'est une réalité que tout fermier, tout propriétaire a encore dans sa génétique. Alors il y a une autre chose qui, pour moi, freine aussi un petit peu l'envol, c'est la pression du politique. Et la pression du politique, pour moi, a une force de frappe et ne permet pas en fait cette facilité avec laquelle la technologie pourrait très bien rentrer sur un marché de l'agriculture qui est en fait favorable, mais qui est encore un peu réticent par rapport à l'idée d'être embêté ou ennuyé dans sa vie de tous les jours. Et Erwin Schopke, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce débat-là? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté... on parle beaucoup, par exemple, de la fracture numérique entre les générations. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi... ou le côté que les agriculteurs ont peut-être tellement à faire à la ferme pour essayer d'être rentables qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, de s'intéresser, de créer une page Facebook, par exemple, et de l'alimenter pour communiquer vers des consommateurs qui ont pourtant un intérêt à utiliser, enfin à consommer plus local et des produits de meilleure qualité? Bon, moi, je n'ai pas les chiffres maintenant sur moi, mais je ne sais pas, peut-être M. Delahaye, il sait mieux, combien sur l'ensemble des agriculteurs aujourd'hui en Wallonie qui ont moins que 30 ans. Je le regarde autour de chez moi, je pense que j'ai des chiffres, il y a plus que 80%, en tout cas dans le laitier, même dans les autres structures qui ont plus que 50 ans. Alors déjà ça prouve qu'on a perdu une génération des jeunes qui n'est plus là. Le deuxième facteur, c'est un fait, quelqu'un qui a 50 ans, qui doit vraiment s'y mettre, ok, envoyer un mail, regarder un peu sur Google, qu'est-ce qui se passe, regarder sur AgriWeb, ok, ça peut encore se faire, mais pour moi, ça, c'est pas s'en servir vraiment de tout ce qu'on parle ici. Et la deuxième chose, c'est un investissement. C'est un investissement pour les agriculteurs d'aller vers tout ça. Et quand tu n'as pas de revenus, il faut savoir, moi sur ma ferme, ça fait maintenant 10 ans que je n'ai pas touché de salaire. Je suis laitier, j'ai un prix du lait qui couvre les coûts de production, inclus un salaire, c'est 45 cents. On vient de sortir l'étude, on va la sortir dans quelques semaines. Alors il faut savoir que mon prix moyen, les 10 dernières années, ça tourne autour de 30 cents, 33 cents. C'est-à-dire, si je ne me paye même pas un salaire, c'est juste pour couvrir les coûts. J'arrive juste peut-être, même avec toutes les crises qu'on a été, que je n'arrive même pas à payer les frais pour produire un litre de lait sans me payer un salaire. Alors, il ne faut pas s'imaginer que la motivation chez beaucoup de gens, je pense que les jeunes, ils ont la motivation pour y aller là-bas, mais à la fin, il faut la motivation. Si tu n'as pas de revenus, tu te passes là-bas, tu dois investir. À la fin, il ne faut pas s'étonner qu'on perd cette évolution qui est nécessaire. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je pense que c'est bien. Même tout ce que l'AWE fait, c'est bien. Le monsieur, ce qu'il fait, c'est bien. Tout le monde, je ne suis pas contre. Hein, ce n'est pas que je suis contre. Surtout, ce sont des mesures de terrain qui peuvent nous aider. Mais si tu n'as pas un retour derrière sur ta ferme, je vois mon fils qui vient de reprendre maintenant il y a 6 mois la ferme, il aimerait bien, ils sont jeunes, ils sont motivés, mais à la fin tu te dis, oui, mais comment le faire? Mais est-ce que par exemple, ce que fait par exemple Henri Louvigny, ne fût-ce qu'avec Facebook, ou de développer un site d'e-commerce au niveau de la ferme, est-ce que ce n'est pas une solution quand on pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commandent à la ruche Kidiwi, qui
qui cherchent des produits de qualité, surtout dans les grands centres urbains. Ils sont après tous les scandales de l'agroalimentaire, ils cherchent des produits de qualité. Est-ce que finalement, ce n'est pas le premier pas qui demande un minimum d'investissement, mais qui peut être payant? C'est clair, ce qu'il fait, c'est génial. Moi aussi, mon fils, on va le faire, on est en train d'y travailler, on le fait avec Ferbel parce qu'on pense individuellement de le faire, c'est beaucoup trop d'engagement. Pour ça, on crée une coopérative. Toutes ces initiatives sont bien, mais ça reste des marques, des trucs de niche. Si lui, il fait ça dans son village, dirons-nous, il habite à Bastogne, si demain, il y a un deuxième ou un troisième agriculteur qui vont faire la même chose que lui, dans le même entourage, c'est-à-dire il va se créer la concurrence entre eux, et après, lui, il vend sa viande à 15 €. Après, il y a quelqu'un, son voisin, qui fait le même concept et qui va le vendre à 14 €. Alors lui, il va lui piquer ses clients. Alors à la fin, lui, il sera obligé de le vendre à 13 €. Et c'est des marchés de niche. Tant que c'est des marchés de niche, ça va fonctionner. Mais s'il y en a 5 qui font le même beurre familial, beurre de la ferme, sur un entourage de 5 kilomètres où il n'y a pas les clients, alors ça ne marche plus. Tant que c'est des marchés de niche, il faut les utiliser, il faut y aller, mais la majorité des agriculteurs qui sont là, ils n'ont pas les capacités. Moi, j'habite à Amblève. Allez, où est-ce que moi, il y a beaucoup d'agriculteurs, comment est-ce que moi, si moi je dois vendre ma viande par Internet à des gens ici à Liège, que les gens vont venir ici de Liège, chez moi, pour prendre un colis de viande de 10 kilos. Et Henri Louvigny, quelles sont un peu les solutions en fait ça c'est un peu la première partie de ma question, et aussi ce que disait Erwin Schopkes, qui est le fait que si tout le monde effectivement se met à vendre par Internet, à communiquer à fond sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y aura pas une concurrence trop accrue et qui fait que finalement ça sera aussi contre-productif? De toute façon, c'est déjà le cas si on ne le fait pas. Si je vois Erwin, en faisant du lait, il est en compétition avec la Nouvelle-Zélande, avec tous les pays du monde. Donc si on essaye de se battre sur les quantités, sur le prix de revient, on n'y arrivera pas. On doit se battre sur la qualité. En Belgique, il n'y a pas d'élevage industriel, à part quelques peut-être centres d'engraissement, mais il n'y a pas d'élevage industriel. On fait de la qualité, on respecte, il y a un code du bien-être des animaux qui est élevé. On a plein de choses. Et pourtant, dans certaines productions, on essaye de se battre avec la Nouvelle-Zélande, avec tous les pays européens et extra-européens, avec le blé qui est en Ukraine, ils seront toujours moins chers que nous. Donc le problème, on peut continuer à faire ça, à se plaindre, mais je pense qu'il faut essayer. Tout le monde ne va pas le faire, évidemment, on n'a pas les compétences. Quand on va à Sydney en études secondaires, je ne suis pas sûr qu'il y ait des cours de marketing ou des choses comme ça à ce moment-là. Mais tout ce qui est fait permet de valoriser. Moi, je pense, si je vais avoir 80% de mon chiffre d'affaires par Deleuze et 20% par mes colis ne remplaceront jamais le chiffre d'affaires que je fais par Deleuze. Mais avec la plus-value que j'ai de mes colis, ça me permet de partir en vacances ou de payer un ouvrier pour venir ici à 18h30 pour soigner mes bêtes à 17h. Mais il faut pas dire tout de suite ça ne marchera pas. Tous ceux qui le fassent peuvent le faire. Moi, je le fais à un petit village à côté de Freux, près de Libramont. Je vends aux gens autour. J'en parle comme ça parce que si quelqu'un le fait à Bastogne, ça ne me dérange pas, et quelqu'un le fera à Vaux-sur-Sûre, et quelqu'un truc. Si tout le monde le fait, et ça peut fonctionner pour beaucoup de monde. Les gens sont demandeurs d'une agriculture, enfin quelque chose de qualité. On l'a, mais on ne le sait pas, on ne le dit pas. Et de connaître et de faire confiance à un producteur. C'est ce qu'on fait aussi. Donc je pense que la porte ouverte est... Et un réseau social comme Facebook vous rapproche de ces consommateurs? Ouais. Je vais donner un exemple. Hier matin, je fais le tour de mes vaches. Je passe dans un champ, il y a plein de champignons. Je mets une photo sur Facebook. Je mets, si vous aimez les champignons, vous pouvez venir dans nos champs. En plus, ils sont bio. Et quelqu'un met dans les commentaires où se trouve le champ. Je lui explique. Au soir, il y a une femme qui m'envoie une photo avec 2 seaux de champignons. Elle me dit vivement ce soir. Je n'ai pas vendu un colis, mais j'ai rapproché les consommateurs qui ont vu tout ça de ma ferme. Ils ont vu ce qu'on fait, ils ont vu qu'on entretient les pâtures, que les gens sont les bienvenus pour chercher les animaux s'ils ferment la barrière en sortant. Et voilà, ça crée une convivialité entre le producteur et le consommateur. On habite un à côté de l'autre et c'est en train de se perdre, ça. On habite dans le même village et il y a des gens qui acceptent plus que les agriculteurs vivent dans les villages. Mais parfois, certains agriculteurs ne respectent pas non plus, n'essayent pas d'engager la conversation. Ouais, c'est assez
c'est vaste, mais Facebook permet facilement de communiquer entre l'agriculteur et le consommateur. Alors on avait 2 questions, je vais d'abord passer la parole à ma droite. Oui, bonjour, je voulais apporter une réflexion générale sur le mot smart plus ce qui suit, smart industry, smart farming dans ce cas-ci. Une remarque était assez intéressante, on a du retard sur la France par exemple. Lourd présupposé qu'on est en train d'une certaine façon de rater peut-être un train en marche, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'on voit en général dans le smart industry comme le smart farming. Il faut voir l'état de la société, où en est-on dans la digitalisation, et voir de quelle manière ça peut aider un agriculteur. On le voit avec l'application de monsieur. Là, pour la gestion d'une société, ça peut s'appliquer. Mais quand je pense aux drones ou à d'autres technologies, je fais un parallèle par exemple avec le Nokia 3310. Si à l'époque vous sortiez votre Nokia 3310 de la boîte, on vous avait proposé un iPhone, vous ne l'auriez pas pris. La société n'était pas prête, il manquait des technologies. J'ai l'impression ici qu'il ne faut pas se ruer sur la digitalisation à tout prix, par fait de suivre la digitalisation, mais il faut bien observer le marché, observer la société et voir où on peut avoir un gain, une meilleure gestion de sa société. Ou alors, comme pour le drone, ne pas faire du drone pour faire du drone parce que la DGTA ne le permet pas encore, parce qu'il y a encore de la législation contraignante. Donc je trouve que dans ce domaine de l'agriculture, voilà, les exploitations en Belgique peuvent-elles intégrer le smart à tous les niveaux? Est-ce comparable au marché français? Voilà, c'est une réflexion générale que je voulais apporter par rapport à cette réflexion smart de la société. On pourrait peut-être rebondir là-dessus sur le fait que le marché wallon est vraiment très spécifique. Vous avez déjà un petit peu parlé de ça, hein, Carlo Bertozzi, par rapport aux autres marchés. Hein. Vous avez évoqué les fermes gigantesques dans les autres pays, mais plutôt à l'échelle européenne par rapport à la France. Est-ce que finalement les solutions de smart farming ou les solutions de numérisation peuvent être les mêmes qu'en France? Moi, je vais parler du côté animal, parce que je ne maîtrise pas le côté végétal, parce que là, à mon avis, des mètres carrés, il y en a avant qu'on rencontre un homme en France, dans certaines régions. Donc, les drones n'auront pas de problème. Donc, côté animal, non, c'est vraiment les mêmes solutions. Et alors, je suis d'accord avec monsieur, il ne faut pas faire du smart farming pour dire de faire smart farming et ne pas louper ne pas foncer tête baissée. D'un autre côté, il faut quand même qu'on soit quand même à l'écoute de ces nouvelles technologies pour que la Wallonie ne soit pas loupe un tournant important que beaucoup d'autres secteurs ont loupé. Donc il ne faudra pas que l'agriculture le loupe aussi. Quand je vois le modèle des magasins de distribution qui ont quelque part pas anticipé Amazon, eux ont des moyens pour pouvoir corriger. Je ne pense pas que le secteur agricole wallon aura des moyens de corriger comme la grande distribution sait le faire. Juste une petite remarque, je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais je parle maintenant pour le lait. On n'a que 3-4 grandes laiteries en Belgique. Et c'est bizarre, ces laiteries-là, ils se sont spécialisés depuis 30 ans maintenant de faire juste des produits industriels, c'est-à-dire la poudre de lait, c'est-à-dire de faire du beurre, vraiment pour le marché mondial, et du lait pour l'industrie laitière, pour la grande distribution. C'est-à-dire, moi, c'est triste de le voir que pendant 40 années, surtout la Wallonie, avec les Ardennes, avec les pays d'Erf, la beauté de la région, le savoir-faire des agriculteurs, que notre industrie laitière, qui achète quand même nos produits, qui après doivent les valoriser, ils sont partis sur un produit industriel. Alors, si tu veux amener avec des nouvelles technologies, il faut aussi qu'après, pour moi en tout cas, qu'il y a un produit qui amène une valeur ajoutée, où il y a une histoire à raconter par après. Mais si tu fais que des produits industriels, à ce moment-là, ça va être difficile de trouver des marchés pour ça. Et je pense que là, la Wallonie, pendant 40 ans, on a fait un mauvais choix parce que, je dis, au niveau de... Moi, je voyage beaucoup partout en Europe et chaque fois quand je suis ici, il faut le voir,
que la beauté, et on a oublié de faire du marketing autour du savoir-faire des Wallons. Les Wallons, moi je suis germanophone, je suis Wallon aussi, ne vous tracassez pas, je ne suis pas contre les Wallons, je suis peut-être plus Wallon que vous. Et je me dis que la Wallonie a perdu la fierté de sa région, de son pays. On a vendu le savoir-faire des Blancs-Bleus belges. Les Blancs-Bleus belges, c'est de l'origine de la Wallonie. Et c'est devenu, aujourd'hui, tu trouves des Blancs-Bleus belges en Chine, tu trouves des Blancs-Bleus belges en Brésil, que les politiciens ils sont très fiers qu'ils ont vendu des spermes et des trucs, je ne sais pas quoi, pour exporter. Et en même temps, on a exporté notre savoir-faire. Et aujourd'hui, notre blanc-bleu belge, il est partout dans le monde. Et aujourd'hui, les gens qui ont du blanc-bleu belge ont très difficile à faire de trouver des marchés parce qu'on a vendu notre savoir-faire. C'est pas correct. Bastien, C'est pas correct. On peut peut-être. C'est hors propos, mais c'est pas correct. Si ça dévie un peu du sujet peut-être du smart farming, on pourrait rebondir sur alors une question qui est un peu qui est dans cette voie-là. Hein. C'est le fait de comment est-ce que la Wallonie peut se démarquer avec tous ces outils numériques et justement en même temps retrouver ce savoir-faire qui est empreint de tradition, mais aussi d'avoir un savoir-faire très technologique qui puisse se démarquer sur un autre marché. Guillaume Janssen, je ne sais pas si vous qui scrutez un peu les différents marchés aussi avec le drone, qui voyez un petit peu ce qui se fait en France, notamment dans ce secteur-là, quel est un peu votre sentiment ? Moi, je crois que la technologie actuelle qui existe sur le marché, elle répond surtout à un besoin déjà. Si elle a été créée, c'est parce qu'il y avait une nécessité quelque part. Alors, d'autres l'utilisent pour d'autres raisons. Maintenant, je pense qu'il y a une certaine conscientisation, il y a une certaine transparence qui doit passer de la ferme à la fourchette. Il y a une politique agricole commune en Europe qui est assez favorable à l'idée d'un nouveau parcellaire respectueux, en tout cas un parcellaire agricole respectueux de l'environnement avec des mesures agro-environnementales, etc. Je pense alors autant la technologie, le smart farming pour moi c'est un tout, et à l'agriculteur ou au gestionnaire de trouver la meilleure solution pour sa situation. Il y avait encore une question dans le public. Oui, en fait, ça rejoint un peu ce qui s'est dit. Et donc la question, quels sont les freins à l'adoption de nouvelles technologies dans le secteur agricole wallon, plus particulièrement dans le secteur des productions végétales. Et je pense que, pour m'y être frotté un tout petit peu il y a quelques années, il y a 3 éléments essentiels qui vont faire qu'une technologie, 3 ou 4 éléments qui vont faire qu'une technologie va s'imposer. Premièrement, c'est le retour sur investissement. Ça, c'est la première chose, je pense que Erwin Schöpges l'a dit suffisamment, quelle que soit la technologie. Et donc, on voit apparaître énormément de technologies dans le secteur agricole, mais qui ne répondent malheureusement à aucun besoin. Et donc, c'est toujours un peu la question de Steve Jobs ou sa fameuse phrase qui disait « il faut partir du besoin client et puis remonter vers la technologie » et pas le contraire. Et donc, il y a pas mal de choses où la technologie malheureusement ne répond à rien. Ça, c'est une première chose. Et la question du coût de la technologie, toutes les fermes en fait sont ric-rac point de vue des marges. La marge et la volatilité des prix, c'est le premier problème de toutes les productions. Ça, c'est une série. Se poser la question, comment est-ce que la technologie peut y répondre ? La deuxième chose qui est extrêmement importante, et là je rejoins ce que Carlo Bertozzi disait, c'est la confiance. Si un éleveur laitier ou un éleveur viandeux en fait accepte de transmettre ses données, accepte à un moment donné que des techniciens de la whey viennent dans sa ferme faire des pesées, c'est parce que l'agriculteur, il connaît la whey, il connaît M. Bertozzi, il sait où sont ses données. Alors, il n'a pas besoin de savoir que c'est en Italie ou un truc comme ça. Il sait que s'il a un souci à un moment donné ou qu'il a le moindre doute, il a un interlocuteur auquel s'adresser. Ça, je pense, dans le secteur agricole, c'est un énorme problème. Hein, donc, où sont les données, à qui elles appartiennent, il y a énormément de choses. Et sur la question, par exemple, de la propriété des images satellites, effectivement, la question de la propriété, c'est comme si vous aviez une coopérative d'agriculteurs qui s'amusait à collecter l'âge de votre frigo, de toutes les personnes dans le village. Vous allez dire, c'est pas personnel, mais c'est important. Et la troisième chose, pour terminer, au niveau des freins, ça va être, je veux dire,
plus d'un point de vue politique, d'un point de vue réglementaire. Alors, c'est pas Guillaume qui va me contredire, le drone, c'est extrêmement compliqué en Wallonie, extrêmement. Je pense que il y a moins de 5 personnes, et je suis large, qui pourraient vivre du drone dans le secteur agricole en région Wallonne, c'est une chose, et que le prochain problème va par exemple typiquement se poser avec les robots. Donc robots de désherbage, on sait très bien, premières expérimentations françaises, par exemple en betterave, il y a vraiment du potentiel énorme en matière de réduction des doses de produits qui vont pouvoir être utilisés. Maintenant, si le politique prend 10 ans pour légiférer sur la possibilité d'utiliser un robot autonome en milieu ouvert, s'il prend le même temps qu'il n'a pris, entre guillemets, pour légiférer sur les drones, et encore les drones, on peut quasi jamais voler, hein, il faut s'en rendre compte, mais la technologie, elle va mourir d'elle-même. Alors que la technologie, elle est hyper prometteuse. Et c'est cette question, entre guillemets, de pouvoir anticiper d'un point de vue législatif pour permettre, et c'est le rôle du politique, c'est de permettre à la technologie de se développer, c'est pas de la pousser techniquement. Si techniquement elle est bonne et qu'elle est rentable, ça va rentrer tout seul dans le marché, il ne faut pas pousser plus que ça. Voilà, je voulais juste apporter cet élément. Je vais quand même préciser complémentairement que les données de l'AOE sont à Sinaia, elles ne sont pas en Italie, c'est rien que pour les capteurs. Parce qu'en plus, je m'appelle Carlo Bertozzi, on va croire que je dévie les données en Italie, alors je voulais quand même qu'on... Écoutez, on va tout doucement clôturer. On a le temps encore pour 2 questions. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore une ou deux questions. Moi, je peux en introduire une parce qu'elle n'a pas été dite, et bon, parce que je suis au fait des choses. Ça lie un peu à la notion de propriété des données. Aujourd'hui, certaines sociétés développent ces technologies-là, sont des grosses sociétés. Entre autres, on va prendre tout ce qui tourne autour des robots de traite. Il y a De Laval. De Laval, c'est le groupe qui possède Tetrabric et tout ça. Donc la partie animale chez De Laval, c'est anecdotique comparé à ce qu'ils ont comme moyen via le brevet Tetrabric. Demain, ces structures développent des systèmes qui captent l'information dans les fermes. Ils centralisent ça. Ce sont des groupes privés, à la différence d'une structure comme la qui est une coopérative. Donc il n'y a pas une personne derrière qui peut bénéficier de l'enrichissement. C'est la collectivité des éleveurs. Quid? L'éleveur ne peut pas se dire non, je n'adhère pas à ce service-là parce que j'ai besoin du robot de traite. Or, il suffit qu'ils disent, quand vous achetez mon robot de traite, vos données m'appartiennent. Et ils sont tous dans cette même ligne de conduite-là. Donc aujourd'hui, ils ne bloquent pas l'accès aux données, donc ils permettent, par exemple, aux sociétés comme l'AOE d'échanger avec le robot de traite. Il suffirait qu'un jour ils disent non, on arrête d'échanger. Ils créent des AOE privés du jour au lendemain. Alors là, on rentre dans un modèle où, même si on n'était pas dans des systèmes entre guillemets industriels, on donne à un industriel la capacité de pouvoir développer des activités commerciales sans que l'éleveur puisse avoir Est-ce que c'est accès. pas ça finalement le vrai enjeu quand on pense notamment à des sociétés dans les cultures comme Monsanto, Bayer, Syngenta, etc. qui se sont déjà appropriés les semences, les engrais, les produits phytosanitaires, toute une série de brevets. Est-ce que le prochain enjeu finalement du secteur agricole, c'est pas celui-là? Je reparle de côté élevage, c'est clair. En génétique, c'est clair. Erwin Schopke, ça vous inquiète pas cette Bon, je pense que c'est clair. Toute cette évolution des multinationales, de ces grands groupes, c'est très inquiétant. Et je pense qu'il va y avoir très difficile à stopper cette évolution. La seule chose qu'on a, il faut créer des alternatives comme... il lui a dit, là, j'ai oublié, Henri, c'est clair, il faut les chercher. Mais pour moi, cette technologie-là, si on veut que ça se développe, on a besoin, il va y avoir soit deux chemins pour moi. Soit on arrive que les jeunes vont s'installer, ils vont trouver l'argent et les moyens pour le faire. Et c'est ça le scénario idéal. Et le deuxième scénario qui est là, aujourd'hui on dit, oui, mais en Wallonie, ce n'est pas le cas. Je le vois chez moi autour de 10 km, il y a déjà 3 ou 4 fermes entre 200 et 300 vaches, ou avant que c'était familial, qui ont été repris aujourd'hui par des financiers, par des investisseurs. Et c'est-à-dire, eux, ils ont des fermes déjà aujourd'hui de 300 vaches.
Et c'est eux qui vont avoir les moyens, parce que ce sont des investisseurs, eux, ils vont amener cette nouvelle technologie dans les fermes. Alors, cette nouvelle technologie, elle va venir dans les fermes, mais ce ne vont plus être des fermes familiales comme moi, en tout cas, ceux que je défends depuis des années. Et c'est ça pour moi, pour ça que j'ai dit tantôt que j'ai peur. C'est ça que j'ai peur que mon fils qui a 25 ans maintenant, qui veut reprendre la ferme, qui veut travailler correctement, qui va être face de plus en plus à un voisin à côté qui a un investisseur qui va s'en servir de cette nouvelle technologie. Alors j'essaye tous pour convaincre mon fils d'aller vers la vente directe comme lui il le fait, mais je dis tant qu'il y a de la place, mais la technologie elle va venir, je suis convaincu, tout ce qu'on voit ici, derrière toute la journée, elle va venir, il ne faut pas fermer les yeux là-dedans, mais le danger pour la société, le danger pour le consommateur, est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut les produits qui sortent par après? Est-ce qu'on veut manger tout ça? Est-ce qu'on va donner du pouvoir d'achat à tout le monde de se nourrir correctement avec une valeur ajoutée? Est-ce qu'on va nourrir les pays africains avec des systèmes comme ça? Ou est-ce qu'on va aller là-bas les exploiter? Tout ça, c'est un système de société. On ne sait pas l'arrêter, on peut lutter contre, mais il faut avec des nouveaux modèles, avec des autres technologies pour donner les moyens au moins de garder une place pour un certain nombre d'agriculteurs qui vont se lancer dans un modèle qui est différent que le modèle industriel. On pourrait prendre une dernière question ou réaction avant de conclure. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ou de poser une question à l'un de nos intervenants? Oui. Donc, à vous entendre, en fait, le smart farming est finalement, enfin, peut-être autant une menace qu'une opportunité. Ça dépend de la manière dont ça va être adopté finalement par les agriculteurs, mais sous certains aspects, donc la propriété des données, l'exploitation contre leur volonté, etc., ça peut être de ce point de vue-là une menace pour le secteur aussi, en quelque sorte. Ça peut être une menace, c'est clair, mais il ne faut pas non plus aller aveuglement dans la vie. Et il y a parfois des choses qu'on aimerait bien qu'il ne faut pas se faire, mais on est trop faible pour les arrêter. C'est clair. Moi, j'entends toujours les politiciens au niveau européen, au niveau du Parlement européen, au niveau de Wallonie, au niveau fédéral. On veut sauvegarder l'agriculture familiale. En Wallonie, c'est un grand mot. Mais à côté, on voit quand même que tous les autres s'installent. Et moi, je pense que chaque agriculteur a le droit d'être sur terre et de faire son fonctionnement. Et je l'ai dit au début, chaque agriculteur, même mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était aussi un smart farming sans la technologie. Pour moi, smart farming, c'est des gens qui sont innovatifs, qui viennent avec des nouvelles idées, et ça ne doit pas être toujours digital. Je sais qu'il y a aujourd'hui dans le secteur bio, partout, il y a des idées, peut-être sans la technologie, pour faire une nouvelle culture, travailler les sols différemment. Il y a un ensemble, et c'est une menace, oui. Si toi tu me menaces et je me laisse faire, voilà. Si toi tu me menaces et j'essaye de me battre contre ta menace, ben alors après on va voir qui va gagner. Et je pense que c'est les consommateurs à la fin qui va gagner. Voilà, pour conclure, je ne sais pas si c'est vous qui avez posté sur Twitter, mais il y avait un tweet par rapport à ça. Et je conclurai là-dessus. Donc c'est un tweet de Barry Boubacar qui disait « La digitalisation dans l'agriculture, comme dans tous les domaines d'ailleurs, ne doit pas être considérée comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. » Voilà, je propose de méditer là-dessus. Merci à tous d'avoir participé, d'être restés aussi tard. J'espère que vous aurez apprécié ce premier café numérique de la saison et la découverte de ce qu'est un café numérique. Si vous le souhaitez, on se retrouve le 12 octobre pour le café numérique Civic Tech, élection, démocratie, etc. Ce sera à la Cité Miroir. Voilà, merci à tous. Si vous avez pris une canette, une boisson, n'hésitez pas non plus à les ramener derrière au bar. Ça nous facilitera la tâche pour le rangement de la salle. Merci à tous et bonne soirée.